Plus des textes que des auteurs. Les raisins de la colère de John Steinbeck. C'est sans doute le livre qui m'a le plus marqué en termes de révélation à la conscience sociale. Et certainement Gouverneur de la Rosée et Compère Général Soleil. Toute l'œuvre de René Philoctète et toute la poésie de Paul Éluard. Et un peu plus tard, quand j'ai commencé à grandir, je dirais qu'en période d'adolescence, les écrivains de la Beat Generation qui m'ont quand même assez marqué. Puis bien sûr, moi je suis un lecteur, donc il y a plein de textes. Je dirais certainement Gabriel Garcia Marquez, aujourd'hui encore certainement Amado et surtout José Saramago. Je dirais toute littérature qui porte à la fois le rêve et le rêve d'un monde possible et la douleur du monde réel. Je pense que toute littérature de ce type qui m'est tombée sous les yeux m'a fortement marqué. J'habite un quartier qui n'est pas un quartier. Il y a 4 maisons de semi-riches, dont la mienne, et un bidonville. Et il n'y a pas forcément grande communication entre ces 4 maisons et le bidonville, au moins entre 2 de ces maisons et le bidonville, puisqu'on est voisins, ma soeur et moi, et j'ose dire qu'on a quand même développé des contacts et des relations avec les pauvres du quartier. Et surtout qu'on a créé un centre culturel dans ce quartier même et qui devient un élément important de la vie du quartier, dans l'idée justement d'avoir des gens d'origine sociale différente, de conditions sociales différentes, qui se fréquentent, qui partagent une humanité, qui partagent des interrogations sur le monde. Et il y a donc d'une part à l'intérieur de quelques maisons le confort petit bourgeois nécessaire à la vie des petits bourgeois, et il y a à côté une énorme pauvreté, des conditions d'existence extrêmement dures. Et donc moi je pense que vivre là, ça me permet de ne jamais me tromper de pays. J'ai conscience de vivre dans cet ensemble qui s'appelle Haïti, qui est surtout fait d'inégalité sociale, d'injustice sociale. J'ai sous les yeux, tous les jours, au quotidien, l'évidence de cette injustice sociale. Et comme personnellement, j'écris avec le regard, mais je ne regarde que les humains, je peux très mal parler des plantes. Je sais qu'il y a quelques arbres, je sais aussi qu'il y a comment dirais-je, il y a un univers physique, géographique, mais j'ai très peu de compétences pour en parler. Moi, c'est les yeux des enfants que je regarde surtout. Et je vois parfois la douleur dans les yeux des enfants et je vois cette envie de vivre aussi que l'enfance porte. Et comme je fréquente les petites maisons du quartier, j'aime bien aller bavarder avec les enfants du quartier et être témoin de leur désir de vivre. J'ai très peu de souvenirs de ma petite enfance, vraiment très peu de souvenirs. J'ai le souvenir en revanche de ce que les gens disent que je faisais à l'époque ou sur qui j'étais à l'époque. Ma mère et mes sœurs aînées ont toujours dit que tout petit, déjà à l'âge de 5 ans, j'étais déjà menteur, que j'inventais des histoires. Et donc moi, je n'ai pas souvenir de ces histoires que j'inventais, mais j'ai souvenir de ma mère me disant à 5 ans, tu étais là déjà à inventer des histoires, tu te cachais dans le noir, tu inventais des histoires, tu avais des personnages, tu mêlais la réalité et la fiction. Très peu vraiment de souvenirs, à part déjà un amour de la lecture, des livres, beaucoup de livres, des couvertures de livres, des livres déchirés. Et pas forcément le souvenir de ce que je lisais dans ces livres, mais le souvenir d'avoir eu très tôt des livres en main. D'avoir été très tôt copain avec les livres, donc me bagarrant avec eux, les ouvrant, les refermant, ça je vois ces images. Je vois ces images-là. Et puis je dirais, j'avais une cousine que je trouvais très jolie. Quand j'ai commencé à la trouver jolie, alors que moi on a à peu près le même âge, alors que moi j'étais encore tout petit.
elle est restée jolie, mais on ne se fréquente pas. Puis c'est à peu près tout. Hein. Je ne veux pas mentir autour de la petite enfance, mais les souvenirs commencent vers l'âge de 6 ans. Vers l'âge de 6 ans, et je n'ai aucun souvenir de moi n'écrivant pas. En revanche, j'ai plein de souvenirs de moi voulant être un grand joueur de volleyball à l'âge de 7-8 ans et voulant être un grand chanteur. Et malheureusement, je n'avais ni la taille ni la voix. J'ai fini vaguement écrivain. Mais vraiment sur la petite enfance, non, il ne reste pas grand-chose. Si, à part, je me souviens que j'ai souffert de pneumonie. Et ça a été un sacré truc parce qu'à l'époque, il y avait un vieux médecin qui était le médecin de la famille, le docteur Maudet. Et je me souviens d'une histoire de ventouse avec des vers à la méthode ancienne. Tu connais les vers sur la peau et ça aspirait la chaleur. Ça, j'ai ce souvenir-là de ces petits vers sur mon torse et de la douleur. Pour le reste, non. Donc, ça doit avoir été une enfance assez banale. Souvenir d'école, oui, souvenir d'école, j'étais chez les curés, donc la foi en Dieu. La foi en Dieu qui a duré jusqu'à l'âge de 15 ans. Donc j'aimais cette atmosphère, d'autant que j'avais la chance d'être chez des curés extrêmement intelligents et instruits, qui portaient quand même une parole chrétienne très humaniste. Donc j'ai baigné très tôt à l'école dans une atmosphère humaniste et je pouvais voir les contradictions chez les curés eux-mêmes, parce qu'ils disaient certaines choses et les faisaient, parce que l'école recueillait quand même des élèves de différentes classes sociales et on pouvait voir malgré tous leurs discours humanistes la différence de traitement selon l'origine sociale de l'élève. Et aussi à l'école, des souvenirs d'écriture très tôt, parce que déjà en classe primaire, on avait des journaux, des magazines d'écoliers. Et très tôt, j'ai commencé à publier, avant même d'avoir 10 ans, dans le journal scolaire. L'expérience du journal scolaire est une expérience qui m'a fortement marqué. Je suis resté fidèle à cette logique des magazines et des journaux. J'en ai créé une dizaine et je collabore au moins avec une vingtaine. Je sais pas, moi, j'essaie d'écrire Chaque livre est pour moi un système. Et moi, je ne me définis pas comme écrivain, je dis que je suis un citoyen haïtien qui écrit. Et quand j'écris, je suis au service du livre. Donc le livre est un système autonome et moi, mon travail, c'est comme un artisan qui veut réussir une pièce. Mon travail, c'est de faire cette pièce aille vers le meilleur d'elle-même, vers les meilleures possibilités qu'elle peut s'offrir à elle-même. Et donc, sur la thématique, fondamentalement, c'est toujours la tension entre le je et le nous. Le nous dans une société comme la société haïtienne, qui est déjà un nous impossible, puisque les différences de classe sont telles qu'il n'y a pas de sphère commune de citoyenneté en Haïti. Il n'y a pas un nous haïtien qui réunisse tout le monde. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les riches en Haïti, Haïti, c'est pas leur pays, c'est leur commerce. Et les autres, ils sont dans une situation, je dirais, de revendication perpétuelle, et revendication qui peut aller jusqu'à la haine. Donc, c'est le mépris d'un côté, la haine de l'autre. Comment construire une humanité là-dedans? Et tous les petits livres que j'écris, surtout en ce qui concerne les romans, c'est justement explorer cette tension entre l'individualité voulant être à elle-même et l'impossibilité de ce nous non existant. Donc il y a des livres dans lesquels il y a une vision plus optimiste, où il semble y avoir cette réconciliation rêvée. Il y en a d'autres qui sont peut-être plus pessimistes ou plus réalistes, dans lesquels on voit l'échec de cette tentative de créer un jeu qui soit dans une harmonie avec la collectivité, avec le monde. Et tous mes livres, je crois, tournent autour de cela. De préférence en terre haïtienne, simplement parce que la réalité haïtienne est celle que je connais le mieux. Et comme je le dis souvent, j'écris avec le regard. J'écris avec les données du réel. Et j'invente très peu d'anecdotes. La plupart des anecdotes qui sont dans mes livres sont des anecdotes que j'emprunte à la réalité. Évidemment, je les déplace, je les rassemble, je fais un petit travail de bricole. Mais fondamentalement, les anecdotes sont tirées de la réalité. Et les mots que je mets dans la bouche des personnages sont des mots que j'ai entendus assez souvent. Et quand les gens me disent que vous écrivez des romans très durs,
comment vous faire pour avoir une imagination aussi dure? Je dis, mais écoutez, je n'ai rien imaginé de ce que j'écris, comme cette phrase terrible, sur laquelle d'ailleurs plusieurs critiques m'ont interpellé. Dans le même livre, il y a un personnage parlant des bidonvilles de Bangkok, c'est un personnage qui dit que quant aux bidonvilles, il faut souhaiter que les pluies nous en débarrassent. Ça paraît très fort. Quelqu'un qui vit dans un pays et qui souhaite que les pluies noient la population des bidonvilles. Cette phrase, je l'ai entendue dans la bouche d'une gamine de 17 ans. Évidemment, issue de la grande bourgeoisie haïtienne. Donc moi, je travaille beaucoup avec la réalité, encore une fois. La question pour moi, c'est d'explorer cette tension entre le jeu et le livre et de dire, et si quand même on pouvait faire un monde habitable. Essentiellement, c'est ça ma modeste démarche dans les livres que j'écris. Tout en essayant le plus possible d'éviter que ce soit moi qui parle. J'avoue que je ne suis pas du tout un fan de cette littérature, de l'exposition, du sexe brandi, du nombril à montrer. Je pense qu'il y a d'autres enjeux derrière la littérature que l'exposition personnelle. Et la question des enjeux me tourmente à chaque texte que je publie. Parce que je tiens à faire une différence entre écrire le texte et le publier. Publier un texte est pour moi toujours un acte hautement social, un acte hautement politique qui forcément pose la question de la responsabilité de celui ou de celle qui met ce texte en circulation. Quand je mets un texte en circulation, je sais que je pratique un art de la traque, un art du désordre. J'essaie de foutre quelque chose dans l'esprit ou dans l'inconscient de celui ou de celle qui se laisse tromper par le livre et qui prend la peine de le lire. Pour moi, la littérature relève encore de l'idéologie, même si elle n'est pas réductible à l'idéologie. Donc, quant aux langues, je pense que la plupart des écrivains haïtiens, enfin ceux que je considère importants personnellement, écrivent aujourd'hui dans les deux langues. Et de plus en plus, ce que je constate et ce qu'ils disent eux-mêmes, c'est souvent le texte qui choisit sa langue. Ce n'est pas tant comme autrefois. Autrefois, écrire en créole, quand j'ai commencé à écrire en créole, c'était un acte politique, puisque l'establishment littéraire et l'establishment politique de l'époque ne considéraient pas le créole comme une langue. Maintenant, il y a énormément de progrès de fait. Il y a quelques victoires, même si on n'est pas encore à la victoire finale, je dirais, quant au respect dû à la langue créole, mais les choses ont évolué et on peut écrire dans une certaine tranquillité aujourd'hui dans les deux langues. Donc quand il m'arrive de commencer un texte en français, on dit que le texte me dit mais non, je ne fonctionne pas en français, et quand je passe au créole, ça fonctionne. Et l'inverse aussi. Donc aujourd'hui, je me sens très libre d'écrire dans les deux langues sous la dictée du texte. Moi, je me définis comme un citoyen haïtien qui écrit, donc écrire n'est pas forcément mon activité principale ou essentielle. J'enseigne, j'ai fait beaucoup d'activisme culturel. Dans le quartier où j'habite, on a créé un centre culturel d'ailleurs. C'est du bénévolat et le centre, il existe et il rend service à la communauté. Pour moi, dans cette société fondée sur l'injustice, quand on a eu la chance de bénéficier de quelques avantages, on a quelque chose à restituer, quelque chose à rendre. Et moi, j'essaye de passer une partie de mon temps à rendre. Et rendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire assurer la transmission. On parle beaucoup de Dany Laferrière et de Neltrure. Je ne sais pas s'ils sont de bons écrivains. Mais ils sont peut-être malheureusement pour Haïti, les écrivains d'Haïti les plus connus ou parmi les plus connus. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait d'autres. Et qu'ils ne soient pas de la même origine sociale, petite bourgeoise, qui viennent d'autres milieux et qui puissent parler de leur réalité. Moi, c'est ouvrir justement le champ des biens et services culturels à l'ensemble de la population. Et je considère ça comme étant mon activité principale et je donne beaucoup de temps à faire cela. J'ai créé les vendredis littéraires, c'était le seul espace en Haïti où des gens, justement de milieux différents, de conditions différentes et même de statuts littéraires différents, pouvaient se rencontrer, discuter, partager quelque chose. Donc, pour moi, il faut amener ce qui leur a été refusé aux parties de cette population qui n'ont rien. Et pour moi, c'est peut-être plus essentiel dans ma vie d'individu que les livres que j'écris. L'insularité est un concept inventé par les critiques littéraires qui n'avaient pas des choses importantes à faire.
Moi, je dis souvent, je suis insulaire seulement quand il y a un crétin qui me dit que mon insularité, donc le fait que j'habite objectivement une île, m'empêche de parler du monde. Alors là, je revendique l'insularité et le droit à partir de mon rocher de parler du monde entier. Pour le reste, quand je vis en Haïti, je n'ai pas du tout une conscience d'être insulaire et je ne pense pas que cela affecte particulièrement la vie des Haïtiens. Je pense que ce concept d'insularité, ça fait partie, je dirais, des rêveries ou des constructions et déconstructions ennuyeuses et ennuyantes de critiques occidentales bien nourries qui n'ont pas autre chose d'intéressant à faire. Honnêtement, je suis radical là-dessus. Je suis radical là-dessus parce qu'on oublie que Manhattan c'est une île, sauf qu'il y a Wall Street. Donc, la question de l'insularité est pour moi un faux débat. C'est un débat faussé, à la limite souvent presque raciste. C'est souvent pour dire, reconnaître une sorte de singularité exotique à l'île et en même temps une impuissance à dire la totalité du monde, puisqu'elle ne représente pas cette totalité. Donc c'est un cadeau empoisonné, ça fait, je trouve qu'il y a des relents de colonialisme, il y a un exotisme bon marché dans cette notion d'insularité. Enfin moi, je le vis comme ça et je pense que c'est un peu comme ça que les écrivains haïtiens de manière générale le vivent quand on connaît l'histoire de la littérature haïtienne. La question de l'île, de l'insularité, d'une sorte d'identité qui serait liée au fait d'être entouré d'eau. D'ailleurs, nous, c'est même pas une île, c'est une presqu'île. Donc, je ne pense pas que cela nous traverse profondément longtemps. En tant que citoyen haïtien, je ne me sens pas particulièrement insulaire. Je deviens insulaire quand l'insularité devient une insulte. Alors, je revendique le droit d'habiter une île et de dire le monde. Mais autrement, je n'ai pas beaucoup de temps à accorder à ce genre de discussion. E